Et si vous partiez pour un tour du monde avec Intermed? Consultez vite le site intermed.com pour découvrir nos prochaines escales. Chaque semaine, plusieurs conférenciers Intermed vous donnent rendez-vous pour une conférence en direct sur une destination regorgeant d'histoire et de culture. Inscrivez-vous gratuitement aux conférences de votre choix et vivez une expérience unique. Alors rejoignez-nous sans attendre et parlez-en autour de vous. Votre tour du monde vous attend. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle escale. Alors une escale qui aujourd'hui va nous emmener assez loin. C'est un pays que vous connaissez, j'en suis sûr, qui est à la base même de notre culture. Mais avant cela, je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe Intermed, encore une fois, pour votre fidélité et pour l'intérêt que vous portez à toutes ces conférences en ligne qui remportent un vif succès. Donc merci en tout cas de votre présence aujourd'hui avec ce beau soleil que nous avons sur toute la France. Alors effectivement, aujourd'hui, nous allons faire une croisière, peut-être la plus emblématique des croisières, la plus mythique. Celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est donc la croisière sur le Nil. Alors effectivement, l'Égypte, qui va être au cœur même de cette escale, laissez-vous compter l'Égypte, c'est le titre que j'ai choisi volontairement. Il n'y aura pas que le Caire, bien évidemment, que nous allons évoquer aujourd'hui, mais toute la vallée du Nil, donc du sud au nord, en partant d'Abou Simbel et en arrivant jusqu'au Caire avec le nouveau musée égyptien. Donc c'est par celui-ci que nous terminerons cette présentation. Mais avant cela, évidemment, le Nil. Alors, le Nil, c'est l'un des plus grands fleuves du monde, comme vous le savez, 6700 km de long, qui est découpé en deux grandes parties, depuis évidemment ses sources, toujours un peu mythiques, le Nil blanc et le Nil bleu, qui se rencontrent évidemment au niveau de Khartoum. Khartoum, qui veut dire d'ailleurs la trompe d'éléphant, et qui se trouve être la capitale du Soudan. Alors effectivement, le Nil a fait rêver, fantasmer nombre d'aventuriers, nombre d'explorateurs, et évidemment tous les grands écrivains, en passant par Agatha Christie, dont on parlera tout à l'heure, avec Assouan, où elle aimait bien passer quelques moments privilégiés. Eh bien, nous allons embarquer, je vous invite à monter à bord de l'une de ces felouks, ou l'une des nombreuses dahabia également, qui jalonnent ce long fleuve, un fleuve qui a façonné et qui a révélé l'une des civilisations les plus importantes au niveau mondial. Cette civilisation, c'est la civilisation égyptienne pharaonique. Alors effectivement, les pharaons qui ont habité et qui ont occupé cette zone, eh bien, vont la faire fructifier grâce au Nil, grâce au cru du Nil et grâce au limon. D'ailleurs, il est intéressant de noter dès à présent que le nom d'Égypte n'existe pas, bien évidemment, à l'époque pharaonique. À l'époque de l'Antiquité, les Égyptiens appellent cette terre Kémet. Kémet, littéralement, c'est la terre noire. Noire en référence évidemment au limon déposé par les crues de ce fleuve. Et puis l'autre importance, eh bien, c'est que le Nil n'a jamais été divinisé. C'est uniquement les crues du Nil qui vont l'être, avec la personnification du dieu Hapi, H-A-P-Y, qui va être l'un des atouts évidemment de cette culture pharaonique. Commençons par une présentation générale de l'Égypte. Alors j'ai choisi volontairement une carte assez simple pour bien repérer l'ensemble de ce pays. C'est l'un des plus grands pays en termes de superficie d'Afrique, c'est le 3e. Vous avez également à droite tous les chiffres pour ceux que ça intéresse. Superficie, vous voyez, plus de 1 million de kilomètres carrés. Alors effectivement, c'est un pays qui a été tracé à la règle, comme vous le voyez, les frontières qui sont parfaitement rectilignes, avec à gauche la Libye, au sud le Soudan, et évidemment constitué principalement de déserts. Le Nil qui traverse l'ensemble de ce désert va commencer avec justement la partie sud, Abou Simbel, le lac Nasser, constitué évidemment dans les années 60-70 avec le fameux barrage d'Assouan. Ensuite, nous avons tous les grands sites importants que nous allons évoquer aujourd'hui. Et puis le Nil continue sa route jusqu'à son delta, l'un des plus importants au monde et qui se jette bien évidemment dans la mer Méditerranée. Vous voyez que c'est une situation de carrefour, c'est un site évidemment très important au niveau des routes caravanières, que ce soit du sud au nord ou que ce soit d'est en ouest. Et donc cette situation géographique va revêtir une importance phénoménale.
Alors regardez à droite toujours, hein, c'est quelques informations. Nous sommes avec une république, c'est la république donc égyptienne. Nous avons un président qui s'appelle et qui est toujours en place actuellement, donc Abdel Fattah al-Sisi. Nous avons un Premier ministre, la capitale évidemment, vous la connaissez, le Caire, 15 millions d'habitants, c'est l'une des capitales les plus densément peuplées. Vous voyez que la superficie en eau est dérisoire, 0,6% de l'ensemble de l'Égypte, évidemment constituée par le Nil principalement. Son indépendance est assez récente, vous voyez 1922, un ex-protectorat du Royaume-Uni. Population totale, alors j'ai trouvé le chiffre de 2020 car depuis quelques mois, eh bien, l'Égypte a dépassé les 100 millions d'habitants. Et je vous laisse apprécier la densité qui est quand même assez importante. Et vous vous en doutez, toute la population se concentre de part et d'autre du Nil, bien évidemment, et dans le delta. Le delta, c'est pratiquement plus de la moitié de la population, le Caire, qui va concentrer une grande partie de cette population. L'autre carte intéressante, même si elle est petite, je n'ai pas réussi à la mettre en plus grand, ce sont tous les sites antiques majeurs que l'on peut découvrir lorsque l'on fait cette fameuse croisière en redescendant le Nil. Alors, vous avez les dates. Alors, ces dates, c'est vraiment les dates de cette grande parenthèse pharaonique, 3100 à 30 avant Jésus-Christ, bien évidemment. J'ai repris volontairement la citation d'Hérodote, l'Égypte, un don du Nil, et il est vrai que sans le Nil, aucune présence évidemment humaine et aucune civilisation aurait pu s'y installer. Vous voyez, 3100 avant notre ère, c'est évidemment contemporain du croissant fertile de la Mésopotamie. Donc, vous avez ces deux grandes cultures, quand même assez proches, avec des communications, des contacts, l'apparition de l'écriture. Pour l'Égypte, évidemment, ce sont les hiéroglyphes. Pour le croissant fertile, ce seront les cunéiformes. Et donc, on est ici dans une des zones les plus importantes au niveau historique et au niveau culturel. Vous voyez que l'ensemble de cette carte vous montre bien Abou Simbel, tout à fait en bas de la carte. Nous sommes à la frontière avec la Nubie. La Nubie, c'est le Soudan actuel. Nubie, d'ailleurs, c'est un terme qui, dans le langage antique, signifie l'or. Et effectivement, la Nubie, c'est la richesse de toute l'Égypte. Et ce n'est pas sans raison que Ramsès II va se marier avec une Nubienne, Néfertari, la grande épouse royale, tout simplement parce qu'il y a un impôt que les Nubiens payent en or. Donc, très important d'avoir cette alliance avec la Nubie. Et vous voyez le lac Nasser, toujours en bas de la carte, et puis donc ce mince filet bleu qui serpente à travers le désert et qui, jalonne l'ensemble de ces grands temples de Haute-Égypte, Moyenne-Égypte et Basse-Égypte, qui se trouvent être évidemment le delta du Nil. Alors effectivement, le premier grand temple que nous découvrons grâce à cette croisière virtuelle, ce sont les temples d'Abou Simbel. Alors, vous voyez qu'ils ont été construits par Ramsès II. J'essaye au maximum, en tout cas, de vous donner quelques informations que je note généralement sur les photos pour bien comprendre, en tout cas, l'intérêt historique de ces grands sites. Alors, le premier site que vous voyez à droite, le plus proche de la photo, c'est le petit temple de Néfertari. Je vous l'ai dit, c'est donc une grande épouse royale qui va être à l'origine de cette alliance avec la Nubie. Et le temple sur la gauche, c'est le grand temple, évidemment, d'Abou Simbel. C'est ce qu'on appelle un hémispéos, c'est-à-dire que vous avez un temple avec une grande façade sur la falaise qui va être complètement façonné par la main de l'homme, et ensuite on rentre à l'intérieur comme dans une caverne, comme dans une grotte, avec évidemment des salles hypostyles avec des colonnes qui sont vraiment surprenantes et stupéfiantes. Alors c'est pour commémorer la grande bataille de Kadesh, nous sommes au XIIIe siècle avant notre ère bien évidemment, et pour mettre en avant l'importance politique, l'importance militaire, Ramsès II, même si aucun parti n'a gagné, ni les Hittites ni les Égyptiens lors de cette bataille, Ramsès II va utiliser cette bataille, il va la mettre évidemment à son actif comme une victoire et va construire en quelques années seulement ces deux temples qui sont magnifiques.
Ces temples, on les a redécouverts très récemment. Quand je dis récemment, c'est en 1813. 1813, vous voyez, ce n'est pas si loin que ça. C'est à peu près contemporain de la naissance de l'égyptologie. Alors, c'est un certain Ludwig Burckhardt qui va découvrir tout d'abord le temple, le petit temple de Néfertari, qui va monter évidemment sur ces dunes de sable qui les recouvrent et qui les a protégées. Et c'est du haut de ces dunes qu'il va apercevoir l'autre temple, donc le grand temple principal de Ramsès. Mais il devra repartir quelques mois après, donc il n'aura pas l'occasion de le désensabler. Pour le désensablement, il faudra attendre l'Italien Belzoni pour découvrir véritablement l'intérieur du grand temple de Ramsès II. Et d'ailleurs, Belzoni de nous raconter qu'il est un peu déçu, il s'attendait à trouver des trésors avec des objets. Il n'en est rien, ce sont évidemment des colonnes et des murs de toute beauté, certes, mais sans aucun mobilier. Ce ne sont pas des tombes comme on le pensait évidemment au XIXe siècle. Comme vous le savez, le temple, évidemment, a été réinstallé. Voici une très belle photo. Vous voyez ces fameux 4 colosses qui représentent 4 fois identiques, eh bien, le pharaon Ramsès II. Donc, je vous rappelle, Ramsès II, c'est la 19e dynastie. Vous savez que toute l'histoire égyptienne a été divisée en dynasties, en différentes périodes. L'Ancien Empire, pour la période la plus ancienne, le Moyen Empire, le Nouvel Empire. Et pour terminer avec la dynastie Lagide ou Ptolémaïque. Et donc, c'est un historien grec qui s'appelle Manéthon qui va subdiviser cette histoire qui est millénaire. Et donc, c'est lui qui va décréter qu'il y a 30 dynasties. Donc, vous voyez que la plus ancienne, c'est la première, et la plus proche de nous, ça sera donc la 30e. Ici, nous sommes à la 19e dynastie, et Ramsès II, évidemment, eh bien, est l'un des grands protagonistes, l'un des pharaons les plus connus et les plus importants, de par la durée de son règne, et par la présence également physique de l'extension presque maximale de la puissance égyptienne dans ce territoire. Alors, vous voyez que l'une des statues des colosses a été très endommagée, certainement due à un tremblement de terre, c'est d'après les sources en tout cas qu'on possède dès l'Antiquité. Donc, ce n'est pas ici une cassure moderne. Ils font quasiment 20 mètres de haut. Alors, vous imaginez évidemment le choc lorsque les tribus qui venaient justement du sud, de la Nubie antique, eh bien, voyaient en passant par le Nil, eh bien, ces 4 colosses. Ils étaient là pour imposer, pour évidemment donner cette autorité et que l'on rentre dans la terre des dieux et des dieux qui se réincarnent avec le personnage du pharaon. Au centre, vous voyez une petite statue, c'est Ré-Orakti, c'est le dieu à tête de faucon. Je pense que vous voyez ce personnage assez hiératique avec un grand disque solaire au-dessus de la tête. Il symbolise, personnifie évidemment le soleil au zénith. J'en profite évidemment pour vous dire que demain, vous aurez la chance bien, d'avoir une conférence complètement dédiée à la religion égyptienne par Sabine Klein. Ne la manquez pas, ça sera passionnant. Et puis, vous voyez qu'ici, ces différents colosses ont été bien restaurés et surtout bien démontés et réassemblés. Évidemment, c'est un temple qui était, comme beaucoup dans cette région de l'Égypte du Sud, bien voué à disparaître. Nous sommes dans les années 50, 60. Le projet de Nasser, président de l'époque de l'Égypte, bien, c'est de moderniser son pays. C'est surtout de lui rendre cette indépendance énergétique. Il a besoin, pour ce faire, bien, de construire un grand barrage. C'est le fameux barrage d'Assouan qui a donné naissance au lac du même nom, Nasser, et dont vous avez un consortium international mené d'une main de maître par Christiane Desroches-Noblecourt, entre autres, il y en a beaucoup d'autres, c'est la figure la plus emblématique, réaliser la Grande Nubiade, c'est passionnant, qui va demander évidemment à l'UNESCO, mais également à l'État français, le général de Gaulle, eh bien, de démonter, c'est un projet fou, certes, mais qui va quand même être bien, un succès retentissant. Vous voyez ici le réassemblage de ces colosses, tout a été comme un véritable puzzle géant, bien démonté, scié, et en à peine 4 ans. Regardez les dates que je vous ai mises en bas, de 64 à 68. Alors effectivement, des dizaines de temples ont été sauvés. Abou Simbel en est le plus important, en est le plus emblématique, mais n'oubliez pas tous les temples qui se trouvent actuellement bien, au bord du lac Nasser. C'est donc une croisière également très intéressante à faire si vous avez l'occasion. Le voici, le fameux barrage, le haut barrage d'Assouan. Alors pareil, vous avez quelques informations.
Vous avez la date de mise en service, 173, et vous voyez les différents chiffres, je vous laisserai les regarder par vous-même. C'est surtout évidemment la puissance hydroélectrique qui va être très importante, et pour l'irrigation. Ce sont les deux aspects et l'importance de ce barrage qui est toujours très important, même si actuellement, vous le savez, il y a la mise en eau du barrage qui se trouve en Éthiopie et qui s'appelle le barrage de la Renaissance, qui crée quelques tensions, mais vous comprenez pourquoi, parce que nous sommes en amont du Nil, donc ce qui va entraîner bien, une perte du contrôle progressive du débit d'eau du Nil, qui est déjà bien restreint par des dizaines de barrages. Il n'y a pas que celui d'Assouan, il y en a des dizaines qui commencent dès l'Éthiopie ou évidemment au Soudan. Donc c'est un problème majeur et actuel, ces fameux barrages. Alors, nous arrivons à la première cataracte. Nous avons donc traversé tout le lac Nasser, nous avons quitté le temple d'Abou Simbel. Le lac Nasser, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 500 km de longueur. Donc, après avoir traversé tout le lac, avec des sites encore une fois magnifiques, nous arrivons dans la très belle ville d'Assouan. Alors Assouan, vous la connaissez pour différentes raisons. C'est tout d'abord en tant que cataracte, bon, donc c'est une chute d'eau que le Nil va créer. Nous sommes avec le granit, un granit exceptionnel par sa qualité, le granit rose. Et donc c'est de ces carrières principalement bien, que proviennent la plupart des granites qui ont été utilisés durant toute la période pharaonique. Vous voyez qu'il est assez plaisant de se promener. En tout cas, il y a beaucoup de jardins, comme vous voyez à gauche de la photo. C'est très arboré. Nous avons ici une vue sur l'hôtel emblématique soviétique, le Movenpick. Et nous avons bien évidemment l'autre hôtel, peut-être encore plus connu, que nous avons la chance d'ailleurs de découvrir lorsque nous allons en croisière avec Intermed ou Emiris. C'est le Hall de Cataract. Alors, on connaît certainement de nom, mais si vous avez la chance, le privilège d'y séjourner, bien nous avons le grand bâtiment à droite, c'est la partie ici historique, très belle piscine, comme vous voyez au premier plan. C'est pas tellement l'intérêt principal, mais en tout cas, c'est un endroit où on est hors du temps. Et ce n'est pas pour rien, bien, que vous avez Agatha Christie, qui a d'ailleurs rédigé une partie de Mort sur le Nil, Winston Churchill, qui venait prendre un petit peu de repos bien mérité dans sa très belle suite. Et évidemment, François Mitterrand. C'est peut-être le personnage qui a le plus proche de nous, en tout cas, bien, fait la publicité, s'il en était besoin, de Haute Cataract. Et voilà ici une vue générale donc de la ville d'Assouan. Vous voyez à droite ces grandes tours. Ce sont en fait, c'est l'église copte. Il y a une grande communauté copte à Assouan. Nous sommes environ à 840 km du Caire, pour vous repérer, et c'est une population estimée à 250 000 habitants. À Assouan, d'ailleurs, vous avez le privilège de voir beaucoup d'activités artisanales. C'est encore évidemment un très haut lieu pour le tourisme, un très haut lieu évidemment pour profiter évidemment de tous les temples, mais également de profiter bien de ce que les Égyptiens ont à vous offrir. Ici, vous voyez une fabrication de tapis artisanaux. Donc, c'est de toute beauté. Vous en avez pour tous les goûts. Il y a vraiment toutes les couleurs. C'est assez chatoyant et on les voit surtout confectionnés devant vous avec les métiers à tisser, bien, ces différents artisanats. Donc, très intéressant de pouvoir les observer. Alors, je vous l'ai dit, il y a une communauté très importante de Nubiens. Nous sommes vraiment pas très loin, en tout cas à la frontière. Voilà l'un des nombreux villages nubiens vus depuis l'île Kitchener. Vous savez qu'il y a plusieurs îles en face d'Assouan. L'île Kitchener en fait partie. Vous avez le jardin botanique, qui est vraiment superbe à visiter. Vous avez ces villages nubiens qui sont pleins de charme, dans lesquels il fait bon flâner, il n'y a aucun risque en tout cas de s'y promener. Et puis vous avez la célèbre île éléphantine. Vous constatez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de noms de lieux dans cette région de l'Afrique avec le mot éléphant. Khartoum, je vous l'ai dit, c'est la trompe d'éléphant. Ici, c'est l'île éléphantine. Il y avait donc une présence et un commerce de l'ivoire. Voilà pourquoi on a autant de dénominations de l'éléphant. L'autre île très importante, même si le temple a dû être déplacé, Philae. Philae, rien que le nom fait rêver. C'est un des endroits les plus importants, peut-être le dernier de l'époque égyptienne, de l'époque pharaonique. Avec la fermeture du temple de Philae, bien, c'est la fin de cette civilisation égyptienne. Vous avez ici le temple d'Isis, cette fameuse déesse magicienne, la sœur et l'épouse d'Osiris. Regardez la qualité de ce temple. Nous sommes
avec un temple qui n'est pas très ancien, mais qui est de l'époque lagide, ptolémaïque, fin donc de la période pharaonique, qui a été démonté dans les années 74-76, encore une fois dû à la montée des eaux du Nil, et qui a été installé dans l'île Agilki, qui se trouve à quelques encablures seulement de l'île originelle de Philae. Mais pour faire simple, on continue de dire que c'est l'île de Philae. Vous voyez ici sur la partie droite les deux pylônes qui symbolisent la présence du dieu dans le temple, et donc ici de la déesse. Et puis derrière, on ne le voit pas, mais se trouve le très impressionnant kiosque de Trajan. Bref, c'est un des endroits les plus touristiques aussi, il faut bien l'avouer, surtout avec le spectacle son et lumière, un peu comme à Abu Simbel, qui s'y déroule. Autre temple, là aussi très intéressant, que nous faisons très souvent, justement grâce à ces croisières, c'est le temple de Sobek et Arouéris à Komombo. Alors Komombo, peut-être de nom un peu moins connu, mais c'est un temple de toute beauté. Alors je vous laisse apprécier d'ailleurs la qualité de la lumière qui vient se positionner et qui met en vibration ces fameuses pierres. Vous avez les différents chapiteaux qui ont des formes un peu différentes. Regardez ceux de gauche, par exemple, beaucoup plus simples. Et puis ceux qui sont au niveau central, qui ont des formes de lotus. Alors effectivement, très souvent, les Égyptiens vont puiser l'inspiration dans la nature. Ça va être des papyrus, ça va être des lotus. Et donc ici, vous avez à peu près les deux thématiques abordées. Sobek et Arouéris. Sobek, c'est le dieu crocodile. Je vous ai mis ici une représentation, une scène de couronnement. Vous avez ce fameux dieu à tête de crocodile. C'est assez étonnant, mais n'oubliez pas que les Égyptiens ont pratiquement tout divinisé. Et en tant que panthéon, là où le un est le multiple, c'est la notion de base pour tout ce panthéon égyptien, eh bien pratiquement tous les animaux ont été divinisés. Alors très souvent, c'est un corps humain avec une tête animale. C'est le cas ici du personnage que vous avez sur la partie centrale, avec une très belle et très lourde couronne qu'on appelle la couronne Atef, avec un A. Vous voyez des cornes de bélier, vous avez l'uréus évidemment central, vous avez les deux serpents cobras de part et d'autre de ces plumes qui évidemment forment l'ensemble de cette couronne, c'est le pouvoir absolu. Sobek, c'est le dieu qui représente le sud, et c'est lui qui va représenter, très important, l'irrigation, la crue du Nil. Les Égyptiens observent la nature et ils observent dans l'Antiquité que plus il y a de crocodiles dans le Nil et plus ils imaginent que la crue et donc le limon sera important, d'où l'importance de ce dieu. Et puis nous avons à droite eh bien, le fameux couronnement. Un pharaon, vous voyez ici, qui est vu de face et la tête de profil, comme de coutume dans l'art égyptien, qui va être couronné par ces deux déesses, vous voyez avec des coiffes différentes, assez endommagées, il est vrai, sur la partie supérieure, et le pharaon d'être coiffé de la double couronne, couronne de haute et de basse Égypte. Vous voyez qu'ici, les hiéroglyphes sont en profondeur, en tout cas, ils ressortent assez nettement, ce qui dénote une période beaucoup plus récente, c'est-à-dire plutôt l'époque ptolémaïque, encore une fois. Autre dieu, et important celui-ci également, c'est Horus. Alors vous savez que Horus, ça va être l'une des divinités les plus importantes. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails de tous ces dieux, ça sera plutôt pour demain, mais en tout cas, ce temple est l'un des plus imposants, avec celui de Karnak, c'est l'un des plus grands, et c'est l'un des mieux conservés. Regardez en bas de la photo, je vous ai mis les dates, construit entre moins 237 et moins 57. Donc là aussi, c'est donc la fameuse dynastie lagide ou ptolémaïque. Les deux termes sont utilisés. C'est donc les descendants de Ptolémée. Donc nous sommes, vous voyez, à la fin de cette présence pharaonique. Le temple d'Horus, donc c'est Edfou, bien évidemment, le site lui-même. Là, vous avez les deux pylônes, un à gauche, un à droite. Vous avez ces espèces de parties qui sont assez saillantes et qui, voyez l'installation de mâts. En fait, on mettait des mâts, deux à gauche, deux à droite, et avec des drapeaux, un peu comme pour indiquer la présence de la reine à Buckingham. Et bien là, c'était la même chose, c'est qu'on indiquait la présence du dieu dans les temples. Et à l'intérieur de ces pylônes, eh bien, l'on mettait généralement d'autres temples qu'on pouvait détruire pour consolider. Il faut imaginer ces pylônes complètement construits et pleins à l'intérieur. Vous avez une représentation à gauche et à droite, dos à dos, de Horus, deux fois représenté, là aussi avec la couronne de Haute et Basse Égypte.
À l'intérieur du temple, évidemment, le temple, c'est sur terre l'installation du Dieu. C'est donc ici, dans le Naos, dans le Saint des Saints, que nous avons eh bien, cette petite chapelle qui est à l'arrière. Il faut imaginer qu'il y avait des portes en bois qui fermaient cette chapelle. À l'intérieur se trouvait donc une statue qui n'était pas qu'une statue, c'est la présence physique du Dieu que l'on lavait, que l'on nourrissait, que l'on sortait pour les processions. Et lorsqu'on la sort justement, eh bien, il y a cette barque cérémonielle que l'on installe devant. Et vous voyez qu'il y a en forme de proue ce qu'on appelle l'égide. L'égide, c'est la protection avec une tête d'Horus. Donc là aussi, c'est une mise en scène qui est très bien faite à l'intérieur du temple où on a vraiment l'impression eh bien, de remonter dans le temps à l'époque où on pouvait sortir la statue vivante du Dieu. Toujours Horus, évidemment, les fameuses statues qui ornent eh bien, l'entrée de la grande salle hypostyle. Je vous rappelle que le mot hypostyle, c'est en fait une salle avec des colonnes. Ici, vous avez le faucon. Je vous rappelle que le faucon, c'est quand même un animal très important que l'on croise assez souvent dans le ciel égyptien et que dans leur mythe fondateur, il est l'incarnation de l'œil d'Horus. C'est également le fils d'Isis et d'Osiris, et en tant que tel, il est vu comme le premier pharaon, celui-là même qui va donner naissance à toute la lignée des pharaons, cet homme qui incarne la présence des dieux sur terre. Et là aussi, vous voyez que Horus n'est pas qu'un faucon, il est également avec la double couronne de Haute et Basse Égypte. Alors ici, nous arrivons toujours, pas très loin en tout cas, de ces sites que nous venons d'évoquer ensemble, nous arrivons à Der el-Médine. Alors Der el-Médine, très souvent, eh bien, on le voit comme quelque chose d'assez austère à visiter et pourtant, c'est passionnant comme visite. C'est le village des artisans. C'est peut-être là que l'on trouve l'Égyptien dans sa vie quotidienne, où on apprend davantage sur eh bien, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient moins, comment ils vivaient, quels étaient leurs rythmes quotidiens, plus que dans des temples ou dans les tombeaux, qui ne sont qu'une évocation évidemment de leur culture. C'est comme si nous, on allait fouiller simplement dans les cimetières ou dans les grands monuments. On n'a pas tellement le reflet de la société, de cette vie au quotidien. Alors on estime, regardez la surface quand même assez impressionnante, il y a plusieurs hectares ici de ce village. Encore une fois, il y a des tombeaux à droite, la nécropole, mais c'est surtout le village des artisans. C'est la partie centrale. On estime qu'il y avait environ 120 ouvriers et qui étaient installés évidemment dans ce village. On aperçoit d'ailleurs la rue principale, les habitations. Chaque maison était constituée de 3 pièces. Donc on estime avec ces 120 ouvriers qu'il y avait évidemment les femmes, les enfants, il y avait également des esclaves qui venaient évidemment les aider. On estime à 1200 personnes qui pouvaient vivre à l'intérieur du village de Der el-Médine. Qu'a-t-on trouvé à l'intérieur? Eh bien, une multitude d'ostracas. Des ostracas, eh bien, ce sont en fait des brouillons, c'est-à-dire que les artisans vont essayer de faire des dessins sur de la poterie qui est cassée, par exemple, de la vaisselle cassée. Et on en a une très belle collection d'ailleurs, pas très loin, au musée égyptien de Turin, qui est une véritable merveille, évidemment en Égypte. Mais effectivement, à Turin, nous avons des ostracas qui sont assez représentatifs, parfois des scènes érotiques qui sont représentées, des scènes d'une finesse extrême, c'est vraiment une petite merveille. Et puis tout au fond, vous voyez à droite, au niveau de la nécropole, eh bien, vous avez ici la tombe de Sénedjem. Sénedjem, c'est l'un des artisans les plus emblématiques, c'est l'un des plus importants. Regardez la qualité et la finesse des décorations à l'intérieur de sa tombe. Alors là aussi, quelques informations sur Sénedjem que je vous ai marquées. C'était le serviteur dans la place de vérité. Et il a été l'un des grands artisans pour, tenez-vous bien quand même, les 2 règnes les plus importants du Nouvel Empire, à savoir Séti Ier et donc son fils Ramsès II. Je vous remets régulièrement les dates pour vous situer un petit peu. On a tendance un peu à s'y perdre dans toute cette chronologie. Donc Séti Ier, c'est l'un des premiers pharaons du Nouvel Empire et c'est son fils Ramsès II qui lui succédera. Regardez ici la présence du jaune qui est assez frappante. Tout au fond, vous apercevez eh bien, des scènes de la vie quotidienne avec Sénedjem et son épouse en train de cultiver, en train de faire des travaux agricoles. Vous avez également donc la barque d'Horus, Horus qui avec un grand cercle rouge sur la tête. À l'extrême gauche tout de suite, sur le fond blanc, vous avez Osiris avec sa couronne évidemment, avec le sceptre, symbole évidemment de son autorité, 2 yeux
bien ouvert sur l'au-delà, et au-dessus de lui, sur sa barque, toujours le dieu Horus, sa tête de faucon, et toujours le soleil rouge au-dessus. Face, de l'autre côté, vous avez Senedjem en adoration, vous voyez, avec les mains qui sont ouvertes et qui vient évidemment honorer les dieux qui se présentent devant lui. Cette tombe a été complètement restaurée et donc c'est actuellement avec des couleurs assez vives que l'on peut voir à l'intérieur de ce tombeau. Alors, évidemment, pour faire une petite pause, on reprend un petit peu des forces avec quelques mets typiquement égyptiens. Alors, j'ai choisi volontairement tous les desserts. Vous avez plus d'une soixantaine de gâteaux. Vous avez des pâtisseries. Alors, un petit peu comme dans le Maghreb en général, vous avez beaucoup de miel utilisé. Vous avez de la semoule. Vous avez également de la pâte d'amande. Bref, vous avez une quantité astronomique de desserts. Il y en a pour tous les goûts. C'est relativement sucré. Les plus connus, ce sont les fameux baklava. C'est donc ce mélange de semoule et de yaourt, mais il y en a beaucoup d'autres, en particulier des flans qui sont vraiment délicieux. Et puis ces scènes de la vie quotidienne, lorsque l'on parcourt l'Égypte, eh bien, on est un peu surpris encore de voir l'importance de ce pastoralisme, de ces activités agricoles. Très souvent, les ânes sont vraiment utilisés pour la vie quotidienne. C'est vraiment la richesse de la famille, ici symbolisée par ce père, ses enfants. Je vous rappelle que l'Égypte, comme une grande partie de l'Égypte, c'est une population très jeune, où effectivement, eh bien, il y a pratiquement 8-10 enfants par famille. C'est toujours le cas actuellement, surtout dans les campagnes, où il y a beaucoup évidemment de cultures d'irrigation qui s'y déroulent. Continuons maintenant à redescendre toujours le Nil. Nous arrivons dans la mythique et l'importante cité de Thèbes. Alors effectivement, Thèbes, c'est un nom que l'on utilise dans l'Antiquité. Actuellement, c'est la ville de Luxor. Alors j'ai volontairement choisi cette illustration pour bien comprendre tous ces termes. Vous avez Luxor, c'est le nom général de toute la ville. Vous voyez Luxor marqué qui englobe l'ensemble ici de la partie droite du Nil. Dans Luxor, vous avez le temple de Karnak. Vous voyez, c'est un des plus grands temples d'Égypte pharaonique sur la droite. Et vous avez à l'extrême gauche le temple de Luxor. Voilà pourquoi il est important de bien distinguer Luxor, Karnak, le temple de Luxor et tous les temples, évidemment, qui se trouvent à l'intérieur. Le temple le plus célèbre de Luxor, eh bien, on va le voir juste après. J'avais oublié cette illustration, mais en tout cas, cette illustration, je l'ai choisie volontairement parce qu'elle vous montre bien la réutilisation des temples de l'Antiquité. Ici, vous avez dans le temple même, eh bien, la mosquée Abu el-Hagar, à Luxor même, avec ici, il y a véritablement ce chevauchement des différentes religions. Ce sera le cas également pour la religion chrétienne, avec les Coptes et beaucoup d'autres. Et le temple, je vous le disais précédemment, avec cette très belle mise en scène, très belle mise en lumière, c'est assez récent, il y a quelques années seulement qu'ils ont fait véritablement cette belle mise en avant. Vous avez les colosses de Ramsès II. Ce sont les deux colosses que vous avez de part et d'autre de l'entrée principale, de part et d'autre également des pylônes, et vous constatez qu'il y a un obélisque. Évidemment, vous voyez où je veux en venir. Il manque l'obélisque de droite. Vous savez où il se trouve. Il a été offert en 1831 par donc le pacha égyptien et offert à Louis-Philippe. Et l'ensemble de ces obélisques, en fait, ce sont les deux qui ont été offerts à l'État français et il faudra attendre les années 80, François Mitterrand, pour rendre à l'État égyptien eh bien, l'obélisque qui subsiste encore à Luxor. C'était à la France, en tout cas, de l'entretenir. Et évidemment, ce temple, il est dédié au dieu Amon. C'est la raison pour laquelle eh bien, vous avez cette grande allée de sphinx, magnifiquement mise en scène, qui évidemment eh bien, protège l'entrée. Et cette esplanade était accessible aux fidèles. N'oubliez pas, le temple, c'est la maison du Dieu sur terre. Donc, il y avait des fidèles qui se réunissaient en très grand nombre pour s'approcher au plus près, évidemment, toucher ou voir le Dieu qui sortait que rarement dans l'année. Et après, à l'intérieur même du temple, il n'y avait que le pharaon, incarnation du Dieu sur terre, et le vizir ou le grand prêtre pour pouvoir se rapprocher. Donc là, c'est la partie accessible aux fidèles.
Autre partie et autre allée, cette fois-ci, ce ne sont plus des sphinx, comme vous le voyez, ce sont en fait des différents, les animaux que vous avez ici, ce sont des béliers. Regardez attentivement. Alors les premiers, malheureusement, ils ont perdu leur tête, très souvent vandalisés, saccagés pour le commerce des antiquités. Et ensuite, eh bien, vous avez face à face ces dieux, le dieu Khnum. Alors ici, c'est le temple de Muntu. Encore une fois, je ne rentre pas dans tous ces dieux assez complexes pour le Panthéon. Et ici, nous sommes dans le fameux temple de Karnak. Alors là, c'est l'un des plus importants. Le temple de Karnak, comme celui de Luxor qu'on vient de voir, ont été édifiés surtout à l'époque du Nouvel Empire. Le Nouvel Empire, c'est la période, l'âge d'or de l'Égypte antique. C'est là où nous avons les plus grands pharaons, et en particulier un d'eux, qui s'appelle Amenhotep III. Pour vous le situer, il est 100 ans avant Ramsès II et c'est son modèle. C'est le modèle de Ramsès II. Pourquoi? Parce qu'à l'époque d'Amenhotep III, eh bien, c'est la plus grande puissance que l'Égypte a entre les mains et c'est la plus grande domination territoriale sur l'ensemble de la Méditerranée et également au sud jusqu'au Soudan actuel. Et justement, on parlait d'Amenhotep III, l'un des pharaons les plus importants. Nous avons ici les fameux colosses de même nom. Alors, ils sont assez étonnants parce qu'ils se trouvent pratiquement au milieu de nulle part. Et ce sont en fait les seuls vestiges, comme indiqué sur la photo, du temple des millions d'années d'Amenhotep III. Je vous ai remis les dates pour bien vous le situer. Donc, on est avant Ramsès II, construit durant la 18e dynastie. Ce n'est autre que le papa d'Amenhotep. 4, qu'on appelle plus communément Akhenaton. Voilà pour vous le situer. C'est le papa d'Akhenaton. Il est donc le grand-père de Toutankhamon. Voilà, comme ça on peut le situer un peu plus facilement. Amenhotep III, effectivement, eh bien, va se faire construire, étant donné qu'il a suffisamment d'autorité, il a suffisamment aussi de richesse. L'Égypte n'a jamais connu une époque aussi faste, eh bien qu'il va se faire construire une multitude de temples. Voilà pourquoi Ramsès II va imiter Amenhotep III dans ses chantiers pharaoniques. Alors ces colosses ont été très endommagés. N'oubliez pas que nous sommes dans une zone sismique en Égypte. Le dernier en date qui a beaucoup endommagé toute la région du Caire, c'était en 1992. N'oubliez pas que le Caire, la ville elle-même, a été très impactée par tous les tremblements de terre. Donc voilà pourquoi ces colosses, eh bien, sont vraiment des colosses au pied d'argile et qu'ils sont presque tous explosés. Vous voyez qu'ils sont constitués de différents blocs. Mais là aussi, c'est vraiment assez prenant d'être sur place. Et puis, vous avez le fameux colosse. Dès qu'il y a un petit peu de vent, eh bien, on a l'impression qu'il est en train de chanter et de nous parler. Il suffit de l'écouter. Et l'écouter, évidemment, pour nous raconter ces histoires, des histoires d'outre-tombe, car nous arrivons dans la vallée de Thèbes. La vallée de Thébène, c'est en fait l'ensemble de ce qu'on appelle communément la vallée des rois. Vous avez également à côté la vallée des reines. Et effectivement, autant à l'Ancien Empire, la période la plus ancienne d'Égypte, où nous avons des pyramides, les fameuses pyramides qu'on voit à la fin de la présentation, Khéops, Képhrène et tous les autres, eh bien, progressivement, cette façon d'être enterré va être considérée comme non seulement trop voyante, trop coûteuse, et donc on va changer le mode d'ensevelissement. Et donc nous avons des nécropoles qui vont apparaître et on va faire ce que l'on appelle des mastabas, c'est-à-dire une chapelle qui est visible avec un trou dans lequel on va mettre évidemment la momie. Et puis nous avons tous ces ensembles des hypogées, donc ici constitutifs de la vallée des rois. Ici vous avez l'entrée d'ailleurs de la célèbre tombe de Toutankhamon. Cette vallée des rois, vous avez une centaine de souverains qui y sont enterrés. Alors j'ai choisi volontairement quelques photos, parmi les plus emblématiques, la tombe de Ramsès VI. Nous sommes ici à la 20e dynastie. Vous voyez ici les dates, 12e siècle avant notre ère, et vous voyez que vous avez toujours ce même vocable KV, ici KV 9, pour King Valley, donc Vallée des Rois en anglais, numéro 9. Et c'est ainsi qu'on peut se repérer dans l'ensemble, évidemment, de ces sépultures. Alors, vous voyez que vous avez une grande rampe qui vous permet de découvrir les différents corridors qui constituent cette tombe. D'ailleurs, Internet a mis sur son site la visite virtuelle de cette tombe qui est magnifique. J'attire votre attention sur le plafond qui est magnifiquement décoré avec cette peinture bleue.
et jaune, qui symbolise évidemment Nut, la déesse du ciel. Vous avez également sur les parois de magnifiques hiéroglyphes. Vous avez à gauche et à droite, par exemple, on reconnaît une abeille, un symbole ici de roi de Haute et Basse Égypte, seigneur des deux terres. C'est souvent le vocabulaire qu'on utilise, la dénomination. Et puis, vous avez toutes ces couleurs, encore une fois, qui sont assez surprenantes. Et puis, nous avons l'autre tombeau très important pour la qualité de ces bas-reliefs, de ces fresques, et également de ces couleurs. Regardez ici la qualité, encore une fois. Nous sommes dans le tombeau, c'est l'un de ceux que je préfère, le tombeau de Horemheb. Là aussi, donc, KV 57, 18e dynastie. Pour vous situer, Horemheb, c'est celui qui va succéder, en tout cas, la plupart des égyptologues sont d'accord, succéder à Toutankhamon. C'était un général, et c'est donc lui qui est représenté sur la partie droite, le seul personnage, vous voyez, qui est torse nu avec une très belle coiffe qu'on appelle le mémès, et vous voyez son pagne très pointu, le djendjit, entouré par les deux divinités. À droite, vous avez cette femme. Toutes les divinités et les personnages féminins ont la couleur jaune. C'est comme ça qu'on les distingue. Les hommes, c'est la couleur plutôt orange, marron foncé. Et les dieux, comme Osiris, répété ici 2 fois, momifiés, tout de blanc vêtus, à la couleur plutôt verte. Donc c'est ainsi qu'on peut les distinguer rien qu'avec les couleurs. Et puis vous reconnaissez évidemment le dieu à tête de chacal, Anubis, et derrière lui, encore une fois, Horus. Et puis après Horemheb, la tombe la plus célèbre, surtout depuis sa découverte en 1922, Howard Carter, qui en est le découvreur, aidé et financé par Lord Carnarvon. Ici, on représenté avec, vous voyez, un de ses aides très important pour pouvoir justement déblayer l'ensemble de ces tombeaux. Et Howard Carter, de savoir qu'il y avait un tombeau inviolé, en tout cas il l'espérait, et de chercher. Et comme souvent dans la recherche, c'est au dernier moment, alors qu'il était plein évidemment de désespoir, qu'il avait baissé les bras quasiment, qu'il va trouver des marches, qu'il va trouver un sceau, et que sur ce sceau, il va lire en hiéroglyphe le nom de Toutankhamon. Et c'est ainsi qu'en 1922 va véritablement naître, bien évidemment, cette passion, cette frénésie pour l'égyptologie, et depuis évidemment de former une multitude, en tout cas d'aventuriers, d'égyptologues en herbe, dont je fais partie. Et évidemment, l'intérieur de cette tombe qui a été bien restaurée également. Alors actuellement, vous le savez, il y a une limitation pour accéder à la tombe de Toutankhamon. Très prochainement, il y aura certainement le projet de faire une réplique, un peu comme Lascaux ou la grotte Cosquer, donc de faire une autre tombe de Toutankhamon pour éviter évidemment la complexité évidemment de cette dégradation que l'on peut faire avec le CO2. Regardez ici sur ces fresques, Toutankhamon, jeune, je vous rappelle qu'il est mort entre 18 et 19 ans. On ne sait pas encore exactement de quoi il est mort, on sait simplement qu'il était boiteux, qu'il avait un problème au niveau de la jambe. On a retrouvé une quantité assez importante de cannes d'ailleurs pour le maintenir. Et vous avez donc Toutankhamon représenté au niveau central. À sa droite, nous avons ici Osiris, et à l'extrême gauche, regardez, nous avons un homme avec toujours cette belle coiffe, ici comme zébré. C'est la représentation probable de Horemheb, celui qui va succéder justement à Toutankhamon. Autre lieu important, magnifique, magistral, Der el-Bahari. Alors là, nous remontons encore une fois dans le temps, nous sommes avec l'une des reines les plus emblématiques, les plus importantes, la reine Hatshepsut. Nous sommes au 15e siècle avant notre ère, 18e dynastie, et là c'est un temple funéraire vraiment un hypogée. C'est-à-dire que tout le temple a été construit, ainsi que toute Moses III qui se trouve à côté, à même la falaise. C'est donc un des endroits les plus surprenants qu'on puisse voir. Et vous comprenez ici l'importance de ces différentes statues qui viennent honorer et mettre comme un homme, c'est-à-dire avec les attributs masculins, avec la fausse barbe par exemple, cette femme qui est reine. La place des femmes, d'ailleurs, durant l'Antiquité égyptienne est assez importante. Donc, elles ont des devoirs, elles ont des droits, surtout, qui sont assez importants, surtout au niveau de l'Antiquité, ce qui n'était pas le cas dans d'autres civilisations ou dans d'autres cultures. Le temple d'Hathor. Alors, nous avons quitté le temple de Der el-Bahari, nous avons repris notre navigation
Et nous arrivons avec un temple assez récent par rapport à l'histoire égyptienne. Vous voyez, c'est la dynastie ptolémaïque avec le temple d'Hathor. Alors regardez, Hathor, c'est cette divinité qui est souvent représentée en haut des colonnes. Alors vous avez une tête assez endommagée, certes, mais on devine quand même eh bien, cette immense perruque qui recouvre ce visage. Et vous avez, je vous l'indique, mais vous le savez certainement, les oreilles de vache, car c'est ainsi que l'on représente Hathor. Nous sommes dans le site de Dendera. C'est un temple qui est très important par son architecture et par le plan modelé qui va servir à d'autres temples. En particulier, on va retrouver le même plan à Abydos. Nous sommes à l'intérieur de cette salle hypostyle. Regardez la taille, le gigantisme de ces colonnes. Vous avez ici une restauration qui a été faite en 2014. Regardez ici le bleu qui ressort, tous les hiéroglyphes qui sont assez visibles, même à cette hauteur. Et d'ailleurs, Champollion en personne, lorsqu'il ira en Égypte, dira que nous, Européens, nous ne sommes que des nains à côté de ce gigantisme des pierres qui ont été évidemment charriées durant toute l'époque pharaonique. Dendera est surtout célèbre, non seulement pour le temple, mais surtout pour le fameux zodiaque du même nom. C'est un zodiaque, vous voyez, daté de 50 avant Jésus-Christ, où on peut s'amuser à reconnaître les différents signes, les différentes constellations, les différentes étoiles. Vous avez Théris, par exemple, la déesse hippopotame, en plein milieu du zodiaque. Vous avez là où il y a marqué le mot transporter, vous voyez, transporter en France. Eh bien là, c'est le bélier. À côté du bélier, il y a également les poissons, ainsi de suite. Donc ça, vous pourrez évidemment, pendant le replay, regarder attentivement tous les signes et peut-être chercher et trouver le vôtre. Alors c'est un zodiaque maintenant qui, comme vous l'avez indiqué, depuis 1821, se trouve au musée du Louvre. Le Louvre qui, je vous rappelle, rouvre le 6 juillet. Et puis nous arrivons dans la ville sainte, vraiment très importante dans l'Antiquité, la ville d'Abydos. Alors Abydos, c'est maintenant surtout le temple que vous avez sur cette photographie, c'est la façade du temple de Séti Ier, donc maintenant vous le connaissez, le père de Ramsès II, et c'est dans cette ville que, selon les mythes égyptiens, eh bien, a été tué par son frère, le méchant Seth, le dieu Osiris. Et Seth, non seulement tue son frère, mais également va le découper en morceaux, selon certaines traditions, en 24 morceaux. Et donc, c'est à Abydos qu'il aurait commis ce meurtre et que l'on a retrouvé la tête d'Osiris. Voilà pourquoi, à Abydos, vous avez pratiquement tous les pharaons qui vont imposer, qui vont se faire construire leur temple des millions d'années. C'est ainsi qu'on appelle leur temple funéraire, très important, même si, j'insiste, les pharaons ne sont pas enterrés à l'intérieur de ces monuments. Ce n'est qu'un la maison, en tout cas, tangible, en pierre, qui représente eh bien, le palais d'éternité. C'est comme ça que nous, on l'appellerait. Le temple des millions d'années. C'est comme ça qu'un Égyptien l'appelle. Et effectivement, à Abydos, nous avons à l'intérieur de ce temple de Séti Ier des magnifiques représentations ici avec des bas-reliefs. Regardez, on voit très nettement ce que je vous ai dit précédemment. La femme ici, la déesse Hathor, Isis Hathor, eh bien en jaune. Le pharaon à droite, eh bien en ocre. Et vous voyez que la déesse est en train d'offrir ce qu'il y a de plus important, c'est la croix de vie, Hank. On appelle ça Ankarash, donc c'est donner la vie. Et vous avez le sceptre qui vient ici au niveau de la main, séparer la déesse du pharaon, c'est le sceptre Was, c'est l'autorité, c'est le pouvoir suprême. Et regardez à gauche de la déesse, vous avez de nouveau la croix en C qu'on reconnaît facilement, Hank. En dessous, vous avez le pilier Djed, c'est le pilier d'Osiris, c'est la stabilité. Et vous avez le sceptre Was. En fait, ces trois hiéroglyphes, c'est ce que souvent on pouvait écrire pour souhaiter vie, prospérité, stabilité et pouvoir. Hank, Uja, Senep. Donc vous avez ici une très belle représentation et vous voyez au-dessus du pharaon, eh bien, deux cartouches, on les reconnaît facilement parce qu'ils se terminent, vous voyez, par ces petites bases, ils sont jaunes à l'intérieur et chaque pharaon a 9 cartouches, c'est une titulature de 9 noms. Et nous arrivons, toujours nous continuons à redescendre le Nil et nous arrivons vraiment eh bien, à cette fin du Nil et le début du fameux delta. D'ailleurs, les Égyptiens avaient trouvé la similitude eh bien, du Nil comme la tige et du delta comme la fleur de lotus.
Ici, nous sommes avec le premier complexe funéraire. Alors là, on est vraiment dans la partie la plus ancienne de l'égyptologie, à savoir l'Ancien Empire. L'Ancien Empire, vous avez quelques noms que vous connaissez. Le premier roi, c'est le roi Narmer, hein, qui a sa palette, qu'on peut voir également au musée du Louvre, le roi Narmer, celui qui va réunifier au Thébasse-Égypte. Et puis à la troisième dynastie, nous avons un roi qui s'appelle le roi Djoser et qui va être l'un des premiers, en tout cas, à se faire enterrer dans une pyramide. Alors, ce n'est pas encore une pyramide à pente lisse, ça va prendre du temps, il y a des essais, c'est une forme évidemment architecturale assez étonnante que l'on doit au grand architecte, et d'ailleurs qui sera divinisé, Imhotep. Et c'est donc lui qui va dessiner les plans de cette fameuse pyramide à degrés de Saqqara. Vous avez également donc tout le complexe, vous voyez ici comme des mastabas hein, sur la partie gauche, et cette pyramide, vous voyez, est datée de 2691-2625. Donc vous voyez une période très ancienne, 62 mètres de hauteur, et à l'intérieur, malheureusement, je vous l'ai dit, en 1992, il y a un terrible tremblement de terre qui a énormément fragilisé l'intérieur de la pyramide à degrés de Saqqara. Alors, c'est l'un des sites les plus importants, maintenant qui est de nouveau ouvert à la visite, au tourisme. N'hésitez pas, il a été restauré pendant 14 années. Et évidemment, on doit citer l'un des archéologues les plus importants, Jean-Philippe Lauer, eh bien, qui a passé sa vie, qui fut longue, hein, qui est mort centenaire, à la découverte de ce fameux site de Saqqara. D'ailleurs, c'est là que l'école du Louvre, en tout cas le musée du Louvre, eh bien, a des permissions, des autorisations pour faire des fouilles. Et c'est là qu'on peut évidemment eh bien, découvrir l'ensemble de ce complexe. Au Louvre, vous avez le mastaba d'Arethetep qui provient justement eh bien, de ce site à côté de la pyramide. Alors après ce premier essai d'Imhotep avec ces fameux gradins, eh bien, les architectes vont essayer d'atteindre eh bien la perfection, la pyramide avec des pentes lisses. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas aussi évident que cela, avec évidemment ces tonnes de pierres qu'il faut charrier. Voilà pourquoi vous avez sur le site de Dachour, on est vraiment à quelques kilomètres seulement hein, de Saqqara, eh bien le site de Dachour, là aussi c'est ouvert depuis cette année, donc n'hésitez pas. Vous avez la qualité de ces pyramides, vous avez surtout un site qui est complètement vide de touristes. Il n'y a pas de car, il n'y a pratiquement personne sur les sites, donc allez-y, profitez-en. Et vous avez évidemment ce choc sculptural, c'est la pyramide qu'on appelle communément rhomboïdale. Tout simplement pour dire qu'il y a deux rampes, vous voyez une inclinaison un peu différente, c'est le roi Snéfrou. Alors là aussi, je vous ai mis la 4e dynastie, on est juste après Djoser. Vous avez quelques chiffres pour ceux que ça intéresse, 105 mètres de hauteur, 188 mètres de base, et vous voyez que très certainement les architectes eh bien, ont dû pallier eh bien, une erreur peut-être de calcul pour ensuite eh bien, constituer les deux pentes supérieures, mais en tout cas une forme assez étonnante. Et puis après cette étape, toujours sous le roi Snéfrou, nous avons la pyramide rouge qui se trouve seulement à quelques mètres. Généralement, on fait ça à pied. On commence par la pyramide rhomboïdale, on peut faire le tour. On peut d'ailleurs visiter l'intérieur. Quand je dis visiter, il faut être plutôt sportif quand même parce que vous avez souvent des escaliers à monter jusqu'à l'entrée principale. Ensuite, on est vraiment dans une position assez inconfortable. On descend à l'intérieur. Et on voit la salle, évidemment. C'est assez impressionnant parce qu'on sait qu'on est à l'intérieur de la pyramide, mais effectivement, il n'y a pas grand-chose à voir. Et puis ici, donc, la pyramide rouge, toujours à Dachour, où là, vous voyez très nettement que l'architecte a réussi les premières pentes lisses. On n'a plus du tout ici d'inclinaisons différentes. Là, vous avez 4 pentes parfaitement lisses, là aussi avec des blocs de plusieurs tonnes. Eh bien, c'est véritablement cette pyramide qui va certainement inspirer Khéops, Képhrène et Mykérinos. Vous voyez qu'ici, on l'appelle également la brillante. Chaque pyramide avait un autre nom qu'on lui accordait. Et voilà justement le résultat final de cette évolution architecturale des pyramides avec le site de Gizeh. Alors vous avez la ville de Gizeh qui vient grignoter progressivement, vous voyez hein, le site des 3 pyramides. Alors celle qui est le plus à gauche, c'est Khéops, c'est la plus grande. Celle qui est au milieu, avec cette espèce de reliquat, vous voyez, hein, de revêtement de calcaire, c'est Képhrène. Et vous avez la petite à l'extrême droite, c'est Mykérinos. C'est le père, le fils et le petit-fils. Et évidemment, vous avez
une présence désertique et c'est pratiquement en bas de cette photo que vous avez le nouveau musée égyptien qui va certainement ouvrir soit fin 2020, soit fin 2021. Mais revenons ici pour l'instant aux trois pyramides. Comme vous le savez, c'est un site majeur, les pyramides de Gizeh. Nous sommes à la 4e dynastie et nous sommes avec trois grands pharaons, Khéops, Khéphren, Mykérinos. Là aussi, je vous ai remis ici leur date pour les personnes que ça intéresse. Khéops, 137 mètres de hauteur. Vous voyez, Khéphren, c'est 143 mètres. Et vous avez Mykérinos, 65 mètres. Et au premier plan, vous avez ces petites pyramides. En fait, ce sont les pyramides des reines ou des princes, mais très souvent, ce sont des reines. Et vous voyez qu'il n'y en a qu'une parmi ces pyramides, eh bien, qui a le revêtement. N'oubliez pas que c'est le fameux calcaire des blocs qui vont revêtir évidemment ces grandes façades lisses et qui en font des éléments qui brillent, qui sont presque éblouissants en plein soleil. C'est la dernière d'ailleurs des 7 merveilles du monde pour la pyramide de Khéops, encore debout. Voici le plan général des pyramides de Gizeh. Vous voyez que c'est un document assez intéressant car il vous montre la perfection architecturale et d'orientation. Les trois pyramides sont parfaitement orientées, nord, sud, est, ouest. Vous voyez qu'elles ont la même orientation. Très souvent, d'ailleurs, beaucoup d'égyptologues sont d'accord pour dire qu'il y a comme une similitude avec le ciel et avec la constellation en particulier d'Orion. Pour ceux qui connaissent Orion, vous avez la fameuse ceinture d'Orion constituée de 3 étoiles qui ressemblent à s'y méprendre à l'orientation des 3 pyramides que vous avez là. Vous voyez qu'autour des pyramides, il y a des mastabas. Donc, tout autour de Khéops, vous avez les mastabas. Ce sont donc des tombeaux, des notables, qui se rapproche évidemment du pharaon. Vous avez au niveau central le complexe de Khéphren et selon toute vraisemblance, vous voyez qu'au bout de la chaussée de Khéphren, vous avez le sphinx qui serait là pour protéger en tout cas eh bien, le temple funéraire de Khéphren. Le voici, ce fameux sphinx qui est toujours présent, immobile, et qui signifie en arabe le caché, le mystérieux. Et effectivement, eh bien, il est construit, c'est un véritable monolithe, c'est un bloc de calcaire qui a été façonné et sur lequel eh bien, on a rajouté des blocs de pierre pour constituer, vous voyez l'arrière-train, on devine d'ailleurs la queue de ce lion, vous avez les pattes que vous voyez très nettement, très longues à l'avant, toujours des pattes de lion, et la tête, très belle tête de pharaon. On ne sait pas exactement quel est ce pharaon. Parfois, vous voyez des égyptologues, ou en tout cas vous dire que c'est peut-être le visage de Khéphren, justement, la pyramide est juste derrière, et qu'il est le protecteur et le gardien, celui qui protège l'ensemble du site de Gizeh. Et le nez, vous voyez, qui a été très endommagé, n'oubliez pas que Napoléon Bonaparte va arriver avec sa campagne égyptienne, qu'il va évidemment être présent devant ces pyramides avec cette phrase célèbre que vous connaissez, et l'ensemble des soldats de tirer, de s'entraîner sur la tête du sphinx, donc très endommagé également par les Mamelouks. Et puis paradoxalement, vous avez vu que la pyramide de Khéops est la plus importante, c'est la dernière de ces 7 merveilles du monde, et paradoxalement, eh bien, ce pharaon ne nous a laissé qu'une petite statuette de quelques centimètres seulement de hauteur. La voici, cette statuette de Khéops que vous pouvez voir au musée égyptien du Caire. Et donc, effectivement, on est surpris de voir une statuette de pas plus de 8 cm de haut. Donc, c'est assez paradoxal et c'est assez étonnant. Et puis, je voulais vous montrer en tout cas la situation géographique de ce Nil qui vient se perdre dans cet immense delta. Vous voyez 24 000 km² de superficie. Vous avez 55 millions d'habitants uniquement dans cette partie. Évidemment, on comprend pourquoi avec ces systèmes d'irrigation. Là où vous avez toutes les grandes villes également. Je ne les cite pas aujourd'hui, mais en tout cas, ce sont des villes très importantes comme Alexandrie, Damiette, Rosette. Et évidemment, nous terminons par le Caire. Le Caire, capitale de l'Égypte. Nous avons ici le souk, un des souks les plus emblématiques du Caire, du Khan al-Khalili. C'est un endroit qui est magnifique. On est vraiment transporté dans l'Orient, cet Orient qu'on aime tant, les senteurs, les ambiances, les sons. Voilà, toute l'énergie du souk du Caire. Autre endroit que j'aime beaucoup au Caire, c'est la maison S. Souemaï. Là, vous avez les fameux moucharabières, regardez ces fameuses fenêtres
et cette architecture assez étonnante, très bien restaurée. L'ensemble de la maison vient juste d'être restauré justement depuis quelques mois seulement. Et puis, à l'intérieur de cette ville, eh bien, ce sont des gens. Regardez, j'ai beaucoup aimé cette photo. C'est l'un des nombreux visages du Caire. Regardez cette femme avec évidemment ce regard, ces couleurs chatoyantes. Je vous ai mis quelques informations à propos de la population. 15 millions d'habitants pour le Caire, où il y a une densité vraiment extraordinairement élevée. L'agglomération dépasse les 16 millions. Et puis, à l'intérieur du Caire, le passage obligé, c'est le fameux musée égyptien du Caire. Alors ça, c'est le vieux musée du Caire, 19e siècle, vous voyez, qui a été inauguré par Auguste Mariette, qui en est le premier conservateur, 160 000 objets à l'intérieur. Alors c'est une présentation qui est un peu surannée. C'est vraiment le vieux musée où tout est mis un petit peu sans dessus-dessous. Un musée qui a été fortement impacté parce qu'il se trouve sur la place Tahrir. Et donc, vous avez les fameuses révoltes, la révolution de la place Tahrir. Et donc, le musée a été violenté. Il a été pénétré par les toitures d'ailleurs, et quelques objets de Toutankhamon ont été fortement endommagés. Et justement, nous allons maintenant terminer cette présentation avec ce fameux grand musée égyptien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le projet, c'est l'ouverture fin 2020, mais évidemment, tout a été ralenti, et peut-être 2021. Vous voyez qu'il est vraiment aux portes des 3 grandes pyramides. Le site est magnifique. Alors, plus qu'un projet muséographique, c'est un projet d'extension de la capitale. Ça sera peut-être la nouvelle capitale avec le musée comme point d'orgue, comme signature architecturale. Vous savez, maintenant, c'est un petit peu monnaie courante d'avoir un grand musée qui soit attractif au niveau international. Et donc, ce musée est dans toutes les têtes, en tout cas en Égypte, on attend avec impatience cette ouverture. Alors, je vous ai mis ici des photos que j'ai eu la chance de prendre lors de mon dernier voyage. Il était encore en construction. C'est évidemment un chantier pharaonique, c'est le cas de le dire. Je vous ai mis ici 500 mètres de long quand même. Et vous voyez qu'il y a 3 portes avec les formes de ces pyramides que vous avez. Alors justement, on me pose la question, quel architecte? Le nom de l'architecte, c'est une femme. C'est le cabinet d'architecture Hennegan Peng. Et Roisin Hennegan, oui, c'est une architecte et designer irlandaise. Alors effectivement, on se serait attendu à d'autres nationalités. Eh bien, c'est en tout cas ce cabinet qui a remporté ce fameux chantier. Alors, je vous ai mis quelques informations concernant le prix. J'anticipe également les questions. Vous voyez que de 800 millions de dollars, le coût du chantier est passé à 1,1 milliard. Et évidemment, le Japon a consenti un prêt de 765 millions de dollars devant être remboursé dans les 10 ans de l'inauguration. En tout cas, voilà le projet. Alors, c'est un intérieur assez magnifique, en tout cas d'après les documents que l'on possède. Vous voyez, la scénographie, quant à elle, va être faite par l'atelier Bruckner. Alors, il y a beaucoup, effectivement, de scénographie, de muséographie très intéressante, beaucoup de lumière qui vont pénétrer à l'intérieur du musée, avec une surface quand même assez extraordinaire de 22 000 mètres carrés, 130 000 pièces qui vont être prévues, évidemment, une mise en scène. Vous voyez ici la statue de Ramsès II. Regardez, c'est d'ailleurs le premier élément qu'on va apporter. C'est la première statue qu'on va transporter en grande pompe. Lorsque cette statue a traversé le Caire, eh bien, pratiquement tous les habitants se sont arrêtés de travailler, ont observé ce transfert, en tout cas ce transport pharaonique. Et puis à l'intérieur, alors là aussi, vous avez certainement vu l'exposition Toutankhamon en France. Il y a eu ce fameux tour du monde de Toutankhamon. La raison est simple, c'est qu'ils sont en train de préparer, de restaurer la plupart de ces pièces du trésor de Toutankhamon. On n'en a pas terminé d'ailleurs. Lorsque Howard Carter l'a trouvé en 1922, il y avait tellement de mobilier qu'on continue toujours de faire des découvertes et des restaurations. Vous avez ici 2 boucliers qui sont restaurés. Ces ateliers sont visitables, en tout cas sur réservation, et c'est exceptionnel de voir les objets véritablement au plus près. Et puis effectivement, le projet final de ce nouveau musée, eh bien, c'est d'accueillir le trésor dans sa totalité de Toutankhamon. Vous avez également d'autres grands trésors et l'ancien musée, celui qu'on a vu précédemment, sera consacré uniquement à l'histoire de l'archéologie, à l'histoire du musée lui-même et à l'histoire de l'art égyptien. Et puis effectivement, le clou de cette visite de ce nouveau musée, dès qu'il sera ouvert,
je vous invite à y aller, c'est de voir le masque de Toutankhamon. Ce masque qui lui aussi a été restauré, qui avait été endommagé il y a très peu, la barbe postiche qui avait été cassée par un des gardiens après les événements justement de la place Tahrir et qui avait remis tant bien que mal cette barbe postiche avec de la colle. Donc effectivement, il a fallu restaurer l'ensemble. Regardez la prouesse, la technique, c'est de l'or pur utilisé, lapis lazuli pour les sourcils, le contour des yeux, ce fameux pagne, le némès, et on aperçoit eh bien, les fameux uréus, ces protecteurs du pharaon. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre présence. Et évidemment, ne manquez pas, alors dès demain, la religion de l'Égypte ancienne qui complétera parfaitement cette présentation que nous avons fait ensemble aujourd'hui. Ça sera Sabine Klein, donc égyptologue de formation, qui vous racontera tous les secrets et toutes les richesses de ce panthéon. Vous avez ensuite, lundi 29 juin, Jérusalem, une histoire millénaire au cœur des trois monothéismes, présentée par Michael Jasmin. Et enfin, Boukhara, sur la route de la soie, des épices et du thé, présenté mardi 30 juin par Martine Desfontaines. Et comme de coutume, ce tour du monde eh bien, va se terminer en chanson. Alors évidemment, pour l'Égypte, j'ai choisi Katsu. Bonne écoute. لما تتكلم عليك لما تتكلم عليك حبي 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 اللي انت جاي تقول عليه لما تتكلم عليك لما تتكلم عليك حبي 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 اللي انت جاي تقول عليه Merci beaucoup pour votre écoute et votre présence. Prenez soin de vous et passez un très bon été. Merci, à très bientôt.